Avant de rentrer dans le détail des échanges sur le contexte plutôt automobile, on va revenir un tout petit peu sur les travaux que le CLUSIF a menés. Effectivement, on a été ravis et fiers d'avoir contribué à la consultation de l'ANSSI. Un petit peu de travail parce qu'il y avait beaucoup de fichiers Excel et beaucoup de réponses, donc tout ce qu'on aime. Mais ça fait partie des objectifs du club que de contribuer et on a trouvé que cette démarche de l'ANSSI était très très intéressante. Et au-delà de ça, on a créé un petit groupe de travail à Nice 2 pour continuer les travaux au service du CLUSIF et plus globalement au service de la communauté cyber, avec différents livrables qui sont en cours de préparation. Certains peuvent sortir assez vite parce qu'on n'attend pas la déclinaison, d'autres vont dépendre un petit peu du calendrier. On aura des choses assez simples comme des petites fiches explicatives, notamment pour faire de la sensibilisation auprès des entités les moins matures. On aura des choses un peu plus poussées, comme par exemple des grilles de comparaison avec d'autres référentiels, des outils d'auto-évaluation. L'idée étant toujours de contribuer positivement à l'écosystème cyber pour que la mise en conformité se fasse le plus facilement possible. Si tant est qu'on puisse dire que ça sera facile, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup de participer. Avant toute chose, qui êtes-vous? Qu'est-ce que l'UTAC? Et après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet du lien avec Nice 2. Oui, donc bonjour à tous, Patrick Faye de l'UTAC, je suis responsable du service cybersécurité à l'UTAC. L'UTAC, c'est une entreprise de testing automobile. Donc on est assez loin de l'IT à la base. Notre job, c'est tester les véhicules et on a une délégation de services publics pour faire de l'homologation sur certaines réglementations. Les plus connus, c'est les crash tests qu'on fait chez nous, c'est tout ce qui est pollution et dépollution. Puis maintenant, il y a des normes de cybersécurité, à quel point un véhicule est hackable, à quel point le constructeur a fait l'effort de faire de la gouvernance sur les véhicules. Donc c'est ça qu'on regarde et on donne l'homologation au nom de l'État. Voilà. Merci Patrick. Et donc justement la première question, c'est quel est votre rôle vis-à-vis de la directive Nice 2 pour cette filière, ce secteur automobile? Oui, donc la filière automobile a eu beaucoup de réglementations cybersécurité ces dernières années, avec notamment tout un pan qui est plus produit, c'est-à-dire le véhicule en tant que tel. Et donc il y a l'UNR 155, qui est une norme des Nations Unies, qui arrive au mois d'août, en août 2024, où tous les véhicules qui sortent en Europe doivent être conformes. Il y a 59 points qu'on regarde, qu'on teste. Typiquement, est-ce que le véhicule, on peut le voler via le Wi-Fi? Est-ce qu'il est à câble via le Bluetooth, etc. Donc il y a 59 points réglementaires qui permettent de voir sur le produit en tant que tel. Et il y a aussi, la plupart des constructeurs ou des équipementiers ont fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui était sécurité de l'information, avec l'ISO 27001 qui s'approche un peu de Nice 2, et il y a un ISO 27001 spécifique à l'automobile qui s'appelle le TISAX, qui vient des constructeurs allemands, en majorité, mais qui maintenant est utilisé en dehors de l'automobile, même je crois dans l'industrie pharmaceutique. Mais donc c'est un peu les deux pans, la partie IT et la partie produit. Alors, première question pour vraiment rentrer dedans. Donc voilà, l'industrie automobile, vous venez de le dire, elle n'est pas à sa première réglementation cyber. Il y a peut-être probablement une gymnastique de mise en conformité. Nice 2, là, qui arrive, est-ce que ça paraît facile? Ça paraît une montagne à gravir? Comment le secteur le perçoit à ce stade? Je ne suis pas du tout pessimiste. Pour les très gros, pour les constructeurs, c'est quelque chose qui est quand même anticipé depuis quelques temps, avec toujours des incertitudes liées, est-ce qu'ils vont être EE et pas EI ou réciproquement. Après, il y a tout un écosystème avec beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, surtout en France, typiquement des équipementiers qui font 1000-1500 personnes qui sont basées à Toulouse. Là, évidemment, c'est plus compliqué. Le service cyber, c'est souvent une ou deux personnes, quelqu'un qui fait de la safety en même temps, etc. Donc évidemment, l'effort est important, mais via les missions qu'on a, on est assez surpris par le niveau de maturité qui existe déjà. Il y a des référentiels qualité qui existent. Ça commence à venir et ce n'est pas un cauchemar annoncé. Je pense que l'une des plus grandes craintes dans l'automobile, c'est s'il y avait des disparités entre
entre la traduction en droit français et la traduction, par exemple, en droit allemand. Est-ce qu'il pourrait y avoir une distorsion de compétitivité entre un constructeur allemand, un constructeur français, un constructeur anglais, enfin, l'ensemble de ces problématiques-là. Très bien. Et du coup, on a vu que justement, dans l'esprit du texte, il y a quand même de quoi rassurer justement sur ces distorsions. Tout à fait. Et le message finalement que vous avez donné, ça rejoint ça. Ça a été plutôt un message optimiste en disant ça va aller, on va y arriver. C'est des messages que vous passez aux gens de la cyber ou pas que. Vous échangez aussi avec des dirigeants, j'imagine. On échange avec principalement des RSSI, des dirigeants ou le responsable qualité. Dans certaines entreprises, le NIS2 est vu d'un point de vue qualité. Donc, je ne vais pas dire que c'est facile, certains ont des difficultés, mais la marche à suivre est assez pavée et on peut comprendre comment y arriver. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. La plupart des personnes font un peu comme M. Jourdain, font du NIS2 sans le savoir, mais il suffit de conglomérer des choses qui existent à gauche, à droite dans l'entreprise et déjà ça facilite beaucoup la tâche. Et donc, vous représentez un secteur notamment sur la France où il y a effectivement tout un écosystème, il y a des fournisseurs, on est vraiment dans la supply chain. On a beaucoup parlé justement d'un des objectifs de NIS2 qui est d'essayer de sécuriser, de protéger au mieux cette chaîne de valeur. Est-ce que vous considérez que NIS2 va changer les choses, justement que c'est probablement une des réponses très, très efficaces pour faire ça, ou est-ce que justement, comme il y a quand même beaucoup d'acteurs de petite taille, est-ce que les plus petits vont y arriver? Est-ce qu'on ne va pas avoir des gens à la traîne malgré tout? C'est, je pense, le principal risque. On a évoqué la supply chain et personne n'a évoqué SolarWinds, qui est un peu le lance zéro de la cyber et du risque sur la supply chain. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'affaire SolarWinds, qui est un éditeur de logiciels américain qui faisait des logiciels pour plusieurs agences aux États-Unis, qui a été attaqué. Et donc, on en a profité pour attaquer les agences via cet auditeur-là. Et donc, l'ensemble de l'industrie, maintenant, a conscience du risque lié à la supply. La spécificité à l'automobile, c'est qu'on a des équipementiers qui sont des équipementiers de rang 1, les plus connus en France, Michelin, Valeo ou autres. Puis après, il y a des équipementiers de rang 2, celui qui va fournir le caoutchouc. Et puis on peut remonter jusqu'à rang 6 ou rang 7. Donc on voit bien que l'ensemble de la profondeur ne va pas être touché par NIS2. Il faudra vraiment trouver ceux qui sont critiques, ceux qui sont pertinents. Mais il va y avoir une obligation légale, puis presque une obligation de marché. Les plus gros constructeurs seront en capacité d'imposer dans leur cahier des charges d'être NIS2 compliant. Et donc il y a peut-être ce risque-là d'exclure les plus petits, non pas par la loi, mais par le marché. Ça va devenir un standard de fait pour les gens qui ne seront pas concernés. Tout à fait. Et dans les industriels avec qui vous avez échangé, pour eux et pour vous aussi, quels seront les plus gros challenges sur la mise en conformité? On a vu avec la présentation des 7 grandes thématiques, là, des mesures où on retrouve finalement un bel éventail des activités de la cyber, la gouvernance, la mise en œuvre de solutions de détection, la réaction, etc. Est-ce qu'il y a des sujets qui font plus peur que d'autres? Tout ce qui est Disaster Recovery Plan, par exemple, qui est l'un des 20 pans de l'ANSSI, ça c'est peut-être moins connu et moins familier chez les ETI, ça c'est sûr. Et il va y avoir tout un second aspect sur formaliser, être en capacité de récupérer quand on est une entreprise basée en Bretagne et qu'on fait 1200 personnes et qu'on utilise SAP. Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir les informations de SAP? Est-ce que SAP nous répond alors qu'ils ont 250 clients qui sont plus gros? Donc ça va peut-être être la difficulté. C'est réussir à documenter et avoir le support de l'écosystème. On a vu qu'un des éléments clés de NIS2, c'est le périmètre. Il n'y a plus de SI particulier. Potentiellement, ça peut être une très grosse, voire l'intégralité du SI. Donc, des SI industriels, l'OT. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui fait peur, ou est-ce que le secteur a commencé à protéger les outils de production et du coup, c'est la suite logique? Oui, c'est évidemment le troisième pan. J'ai évoqué tout à l'heure l'IT, le produit, et on voit que beaucoup de vulnérabilités maintenant passent par le système industriel. Et donc ça va être la suite logique.
Après, comme évoqué, l'effort de guerre doit être priorisé. Donc, c'est identifié comme vulnérabilité. Maintenant, il faut passer NIS 2, il faut passer l'UNR 155 pour être en capacité de répondre à l'outil industriel. Et justement, sur ces industriels, quelle que soit leur taille, que ce soit les constructeurs, les fournisseurs, est-ce qu'il y en a qui ont commencé des choses où tout le monde se dit bah, on attend la transposition, en plus on a appris qu'on aurait 3 ans comment ils se positionnent sur ça? Non, je pense que les travaux ont commencé, et d'ailleurs c'est un peu la démarche de l'ANSSI, c'est d'essayer d'avoir une démarche proactive. Notre syndicat, c'est la PFA, la plateforme de la filière automobile. Donc on essaye de comprendre quelles peuvent être les applications pour nous. J'ai évoqué cette distorsion de compétitivité au sein de l'Union européenne, et même pour un centre de R&D d'un équipementier de taille moyenne, il peut très bien avoir un centre en France, un deuxième centre en Espagne, avoir une usine de production en Pologne. Donc s'il y a un accident, est-ce qu'il doit prévenir l'autorité polonaise, française ou espagnole? Enfin, on a beaucoup de cas de figures comme ça qui peuvent être un peu tricky. Et donc c'est ces cas-là qu'on essaie d'anticiper un peu avant. C'était justement une des questions que j'allais aborder sur l'aspect, un peu de ce qu'on a anticipé, mais sur l'aspect voilà, transfrontalier, une entité, enfin les grands groupes, on le sait, ils ne sont pas que en France, et ils ont des présences un peu partout, et j'imagine que ça doit faire un peu de questionnement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre au menu? On a déjà vu pas mal de choses, on avait prévu un temps de questions-réponses qu'on pourra peut-être avancer. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous semblent clés ou des questions qui auraient été remontées pour lesquelles vous n'avez peut-être pas encore les réponses, justement? Les conseils qu'on donne aux industriels, c'est vraiment d'être proactif, c'est-à-dire c'est à eux de faire la démarche et d'anticiper. Et deux, il existe beaucoup de choses. Et donc d'être en capacité, ces choses qui existent peuvent être dans différents endroits. Il peut y avoir une tradition parfois encore orale dans l'entreprise. Et donc il y a parfois une nécessité de l'écrire, de formaliser, mais qui est plutôt saine. Et donc c'est de prendre ce temps-là, puisqu'on a un peu de temps pour conglomérer ce qui existe dans l'entreprise et finalement trouver là où sont les trous. Et il n'y a pas tant de trous que ça pour la plupart dans la raquette aujourd'hui. Est-ce que ça a donné lieu à des idées, des initiatives de projets sectoriels Je me souviens d'avoir fait un voyage d'études il y a quelques années en Israël où j'avais vu des startups spécialisées dans la sécurité des trains, d'autres dans la sécurité des voitures. Enfin, il y avait des choses assez poussées. Est-ce qu'en France, il y a eu des projets de se dire, tiens là, que ce soit technologique ou plus sur du process, des idées de solutions ou d'approches dédiées à la filière? Oui, il n'y a pas de C-Cert automobile en tant que tel. Donc il y a un C-Cert, aviation, il y a un C-Cert par région, mais il n'y a pas de C-Cert automobile. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc ça, c'est des réflexions qui existent sur est-ce qu'il faut un C-Cert automobile, est-ce qu'on est en capacité de détecter et de mitiguer. Après, maintenant, si je prends un groupe comme Stellantis, qui est 14 marques sur 3 continents, à quel point ils se sont rattachés en priorité à la France ou à l'Italie ou à l'Espagne. Mais donc il y a quand même ce besoin d'être en capacité de ramasser les forces de l'industrie sur un même endroit, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des sujets plus technologiques, de produits, où on va se dire, bon, ça dépasse un peu NIS 2, mais sur le sujet de la protection de la voiture, ouais. J'imagine qu'on se heurte à des nouveautés peut-être technologiques. Est-ce que ça a donné lieu aussi à des besoins, ou voire même des potentielles pépites cyber qui viendraient sécuriser tout ça? Tout à fait. La grosse nouveauté dans les années qui viennent sur le véhicule, c'est ce qu'on appelle le software defined vehicle. C'est la capacité qu'a un véhicule à se mettre à jour le soir, comme votre téléphone portable se met à jour. Donc à télécharger du soft. Donc ça, c'est en cours. Les Tesla, par exemple, font ça depuis quelques années. Et ça, on voit que ça offre beaucoup de services, beaucoup de qualités supplémentaires, parce qu'on a moins besoin d'aller dans le garage. Par contre, c'est un nouveau vecteur de vulnérabilité qui est incroyable. Donc là, c'est aussi une nouvelle surface d'attaque. Et bien faire attention à ne pas avoir des attaques de flotte. Aujourd'hui, on a des attaques qui sont très localisées, un véhicule par un véhicule, mais les attaques de flotte, évidemment, c'est un sujet qui est regardé. Je crois qu'il y a un seul exemple qui existe, c'est quand l'ensemble de véhicules appartenant à une flotte de taxis moscovites s'est rendu à la même adresse à Moscou. Donc on voit que c'est pas
si compliqué que ça. On voit que ça génère des embouteillages, un déficit d'image. Et finalement, c'est ce que voulaient les activistes qui étaient derrière. C'était faire parler d'eux avec des moyens qui étaient assez faciles, qui étaient d'envoyer 500 voitures à la même adresse Waze. Voilà, mais, Ce qui peut être pratique pour la personne qui a demandé. bien sûr. Et petite réflexion, dans quelle mesure, dans quelques années, les constructeurs vont pas devenir fournisseurs de services numériques avant d'être constructeurs? Par quelle réglementation ils vont être concernés? Bien sûr, plusieurs cabinets montrent que la valeur ajoutée des véhicules dans les années qui viennent, ça va être surtout le soft. Beaucoup craignent ce qu'ils appellent le syndrome Nokia, qui était d'être plus en capacité, d'être en capacité de uniquement faire le boîtier, mais sans avoir l'intelligence qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, il n'y a plus de constructeurs automobiles, ils sont tous fournisseurs de mobilité, ils ont tous des armées de codeurs en interne, et l'idée, c'est d'avoir des applications qui leur soient propriétaires, etc., etc. Donc oui, ils peuvent être effectivement, est-ce qu'ils seront fournisseurs de producteurs d'automobiles ou éditeurs de logiciels en premier? La question peut se poser. Mais... Très bien, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Il y a encore beaucoup de challenges. Nice 2, ça sera un gros morceau, mais avec cette numérisation des voitures, vous aurez encore de beaux efforts de mise en conformité à venir. Merci Benjamin.